Bienvenue, Daphné. Merci. Je suis tellement contente d'être là. Pour vrai, je suis une auditrice à la base de ce podcast, alors l'invitation m'a vraiment fait chaud au cœur. Incroyable. Merci, Bonjour Québec, de commencer l'épisode et la saison. Et aujourd'hui, on voulait déguster du vin. Donc, Unopole, qui est une agence de vin d'artisans nature, nous a proposé quelque chose de vin. Daphné, tu as fait un choix. Oui. Qui est un Vouvray, si je le dis bien. C'est réjouissant et généreux qui inspire le printemps et les fraises des champs. Ça me parlait. Honnêtement, moi, tu me dis fraises des champs, je suis là. J'étais quand même surprise que ce soit comme un mousseux. Je m'attendais peut-être à comme un rouge léger un peu. Ouais. Mais. Surprise. Toujours le fun. Ouais. En même temps, ça faisait festif. C'est Cheers. festif. On va. C'est vrai que c'est le printemps. Ah. C'est vrai que c'est ça, le c'est printemps. le fun, ouais. On vient de switch l'année à l'entour. On n'est pas du tout là. On est comme complètement au contraire. Mais c'est le fun qu'avec des petits vins comme ça, on puisse se rappeler que ça va revenir un moment donné. Ouais. Novembre n'est pas toujours là pour la vie. Il faut juste attendre la première neige. Comme la première neige, le moral revient. Oui, les petites lumières de Noël. Les petites lumières de Noël. Ah, Moi, je disais à ma copine 15 novembre, l'arbre de Noël. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu es allé chercher. Ah ouais. Mais oui, le plus tôt possible. Puis après ça, tu l'étires. Le plus tard possible. Oui, c'est ça. Moi, j'adore les sapins naturels parce que, tu sais, bon, ça vient avec tout ce qui est l'odeur, etc. Mais tu sais, tu peux pas l'étirer autant que tu veux, là. Mm. Ou sinon, tu te ramasses à ramasser des épines pour la vie. Ouais, il change de style. Oui, c'est ça. Alors, je fais un choix parce que mon style, le plus rapidement possible, j'aime savoir ça. Là, tu fermes tes lumières le soir, tu as tes petites lumières de Noël. C'est magique. Ouais. Daphné, tu es journaliste sportive. Est-ce que commentatrice aussi, ça serait un bon terme à utiliser? Pas comme oui, dans le sens où on fait du commentaire, mais les commentateurs sont souvent plus ceux qui sont à l'analyse des matchs avec les descripteurs. Donc, je me décrirais pas comme ça. Plutôt animatrice, journaliste animatrice. Mais c'est sûr que je commente effectivement le sport de toute plein de manières. Pas dans un cadre de description de match play-by-play. T'es pas Olivier Arbourmas encore avec le badminton? Non. Oh mon Dieu. T'as-tu vu sa vidéo qui explique son cheminement? Oui. Incroyable. Mais comme tu dis, tu sais, le genre de choses que tu dis, je m'attendais peut-être pas à faire ça. Regarde, des fois, la vie nous mène à des chemins curieux. Mais je suis quand même très privilégiée d'avoir cette position-là, effectivement. C'est fabuleux parce que tu es au réseau des sports, à le réseau des sports, RDS, entre autres. On a fait l'UQAM en même temps ou presque, je crois. Ah oui? Ouais. Ah! Ouais. Mon Dieu. Gradué 2016? Ouais, Moi exact. aussi, 2013-2016. T'étais dans quel programme? Médias numériques. Ah! Bon, on s'est peut-être croisés à... Dans les parties, on s'est croisés. Bon, je pense qu'on s'est jamais parlé. Ah, à mon souvenir, on s'est jamais parlé. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Non, il n'y a aucun problème. Des fois, il y a du monde, tu sais, à ces parties-là. Qui est de l'alcool. Oui. Ouais, puis il y a beaucoup de festivités. Pas du Vouvray de cette qualité-là, tu sais. C'est ça. Moi, pour elle, je me suis fait traumatiser. J'ai un trauma de PAPS depuis les initiations. Ah, c'est sûr. Je peux plus. Ah non, mais tu peux pas. Moi, je sais pas pourquoi. La Tremblay aussi, à l'époque, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Et honnêtement, je ne peux plus regarder une bouteille de Tremblay. C'est comme ça, puis de la Labatt 50, là, de la PAPS aussi. Non, j'ai pas rebu ça depuis 2016, je te dirais. Puis c'est une pas pire chose. Je me souviens, la dernière soirée des initiations. Oui. Il y a un avant puis un après dans ma vie, dans le sens où avant, je pouvais faire comme des nuits blanches sans trop de problèmes. Tu sais, plus t'es jeune, plus c'est facile de faire des nuits blanches. C'est avec des amis, comme des sleepovers quand t'es adolescent. Mais là, j'ai fait une nuit blanche à cause de la job. La dernière soirée, pour vrai, je me suis dit plus jamais. Pour vrai, j'y repense souvent, en fait. Puis je me dis, là, j'arrive... Bon, je viens tout juste d'avoir 30 ans. Et je repense à ces moments-là, puis je me dis, mais comment on faisait? Et je ne comprends pas comment on a trouvé et on a puisé l'énergie pendant ces 3 années-là. Moi, j'étais quand même quelqu'un qui aimait faire la fête, mais j'avais beaucoup de responsabilités. Je travaillais aussi dans les restaurants et les bars le soir. Je m'impliquais à toutes sortes de niveaux pour espérer avoir une job en sortant de l'UQAM. Et donc, je dormais à peu près 3 heures par nuit. Puis des fois, je regarde ça, puis non, je ne comprends pas, mais on y est arrivé, regarde. La preuve, on est là aujourd'hui. Puis en même temps, je me dis, je le referais pareil. Ouais. Ça Est-ce qu'on t'avait bombardé de messages implique-toi au max?
Oui, mais ça a été 2 profs quand j'étais au cégep. Moi, j'ai fait mon cégep à Marie-Victorin en arts et lettres, mais profil journalisme. Et 2 anciens journalistes eux-mêmes qui m'avaient dit, tu sais, moi, c'était vraiment le sport que je voulais faire. Ça, c'était sûr. Puis ils m'avaient vraiment donné ce conseil-là, tu sais. Oui, c'est le fun de vouloir te trouver un emploi, mais les 2 stages que tu vas avoir à faire au cours de ton cursus, tu sais, ça sera pas assez. Puis je pense que pour démontrer à un employeur que tu veux faire ça à tout prix, il faut que tu t'impliques de toutes les façons possibles. Puis ça a été vraiment le meilleur conseil qu'ils m'ont donné, non seulement pour entrer en journalisme à l'UQAM, parce que c'est un programme qui est assez contingenté, merci, mais par la suite pour espérer avoir un boulot. Puis tu sais, ça a été tellement formateur aussi, toutes ces expériences-là. Honnêtement, vraiment, vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné. Puis encore, merci à Martin et Jacques, si jamais vous regardez ce podcast-là. Mais oui. Puis après ça, ben, ça a été les autres élèves le plus vieux dans les cohortes plus vieilles que nous, tu sais, qui m'ont aussi donné ce même conseil-là. Puis je l'ai pris au pied de la lettre, là, vraiment. Peut-être que j'en ai fait trop. Puis en même temps, je me dis, non, ça n'a pas été perdu. Tu sais, il n'y a rien de tout ça qui a été perdu. Vraiment, tout ça m'a été vraiment utile. Puis le party aussi. Regarde, ouais. Les événements sociaux, c'est pour ça que je dis je le referais de la même façon parce que ça a vraiment forgé ou ça a aidé à donner un équilibre à tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que quand tu es comme trop empêtré dans le travail, tu y arrives plus ou tu n'es plus toi-même. Tu es trop, c'est ça, tu es trop dans une des deux sphères. Là. Mais oui, je le referais demain matin, même si je ne sais pas trop comment on s'en est sorti vivant. Est-ce que tu sais aujourd'hui si la majorité de ta cohorte de journalisme sont encore dans le monde du journalisme? Hey, ça, c'est... Bon, on connaît la crise médiatique que malheureusement le Québec, mais toute l'Amérique du Nord et tout le monde entier connaît présentement. Je te dirais qu'on est très, très peu à être encore journaliste, là. C'est, si j'y repense bien comme il faut, on est comme, j'ai envie de dire 4. Ah ouais? Sur à peu près une trentaine d'élèves qui avons gradué à l'époque. Est-ce que Colin était en journalisme? Oui, Colin, mais il était plus vieux que moi. Oui, Colin, puis ça a été un de ceux qui s'est impliqué aussi dans le journal étudiant, qui a été mon rédacteur, un de ceux qui corrigeait mes textes, bref, puis on s'est côtoyés aussi au jeu de la com, Colin et moi, mais oui, il était plus vieux que moi. Mais ouais, quand je regarde ma cohorte, je me dis... C'est fou, tu sais, puis ça fait pas longtemps qu'on a gradué tant que ça, tu sais. On a gradué en 2016. Puis c'est inquiétant d'une certaine façon. Puis je regarde ça, puis je me dis en même temps, tu sais, tous les autres ont vraiment bien fait aussi, puis ont des super belles carrières, puis se sont réorientés dans, tu sais, il y en a qui sont recherchistes, il y en a qui travaillent sur des émissions de radio, télé, il y en a qui sont dans la communication, mais à l'UDM, par exemple, chez Desjardins, bon, tu sais, qui ont trouvé des branches qui étaient connexes, puis qui étaient parallèles, mais avec un background assez intéressant pour ces employeurs-là, mais ouais. Puis c'est pas facile non plus en tant que jeune journaliste de percer. Ouais. Puis on est arrivé un peu à l'époque où est-ce que, tu sais, on est très, très loin de la belle époque du journalisme où c'était caviar et champagne au tournoi de tennis, là, tu sais. On est très, très loin vraiment de ça. Non, je regarde ça puis ça me fait de la peine. Que dirais-tu sont les plus grandes différences entre ton journaliste sportif, le journaliste sportif et le journalisme un peu plus traditionnel, mettons, pour Le Devoir ou en termes de, soit dans le quotidien ou dans l'approche, dans la méthodologie ou dans l'éthique? C'est drôle parce que, tu sais, quand on travaille dans peut-être des plus grands journaux, là, souvent les sports sont un peu... on est un peu les outsiders. Puis en même temps, tu regardes ça puis tu te dis, mais tu sais, pourquoi? Parce que dans le fond, on a comme une surspécialisation dans ce domaine-là, comme ceux qui sont spécialistes en politique, en économie, le sont dans leurs sphères respectives. C'est pas... tu sais, j'ai pas l'impression qu'au niveau de la méthodologie, il y a tellement de grandes différences parce que on est tous aussi... on suit tous les mêmes normes
déontologique, là, l'éthique des journalistiques reste la même. Donc, le travail derrière reste sensiblement le même. Mais c'est beaucoup un métier, je pense, de relations. Les relations que tu développes avec les athlètes que tu as rencontrés au fil des ans. Après ça, ben, ça dépend si tu couvres, on appelle ça couvrir un beat, là, c'est-à-dire de couvrir une équipe en particulier. Ça aussi, ça diffère un peu d'autres journalistes qui vont peut-être être affectés à couvrir juste l'actualité en général puis qui ne sont pas nécessairement attitrés à une sphère en particulier. Mais en même temps, je regarde les journalistes politiques puis je me dis, c'est un peu la même chose. Couvrir l'Assemblée nationale puis couvrir le Canadien, il y a des trucs qui se ressemblent. T'as un scénario comme d'une saison, ben, à l'Assemblée nationale, ça va être la même chose. T'as des joueurs particuliers, t'as des gens avec aussi des personnalités qui diffèrent, puis tu dois comme gérer tout ça. Mais je pense que, ce serait peut-être un peu le côté qui diffère. Puis aussi, ben, d'être vraiment à l'affût de tout ce qui se passe dans cette sphère-là, autant au niveau statistique, mais les histoires, etc. Fait que c'est vraiment quand même... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à couvrir dans le sport. C'est ça qui est chouette aussi. C'est pas parce que tu as choisi ce domaine-là que tu es déterminé à couvrir une seule équipe au cours de ta carrière ou un seul sport. Là. Puis vraiment un monde de relations. Puis ça, c'est important. T'sais, au fil du temps, je pense que de développer des relations avec ces athlètes-là qui vont pouvoir peut-être te donner plus que la cassette. Ça devient quelque chose que tu souhaites développer au fil du temps. Plus que le temps avance, tu te dis, ben, tu sais, c'est précieux quand même. T'sais, si je regarde ce que j'ai fait, par exemple, moi, je couvrais plus le Rocket de Laval, qui est le club école du Canadien. Ben, pour moi, c'est chouette parce que c'est des joueurs, tu sais, comme un Caelan Goulet ou comme un Arbor Xhekaj que j'ai eu la chance d'interviewer quand il était dans les rangs juniors. Puis ça, ben, ça te donne pas nécessairement mais ça te donne quand même un certain avantage ou une certaine, tu sais, déjà d'avoir un petit peu comme la porte d'entrée ou comme que un peu le stress entre journalistes et athlètes est brisé, tu sais, ben d'avoir peut-être accès un peu plus à ces athlètes-là. J'ai l'impression qu'il y a une certaine camaraderie. Ouais. Est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de camaraderie à un certain moment? Entre les journalistes ou entre... que ces relations, justement, deviennent trop... Question. Parce qu'on s'entend que vous êtes, par rapport à un journaliste qui est plus dans l'actualité ou autre, tu sais, vous, c'est fun. C'est quand même... Ouais. Oui. C'est du loisir au bout de la ligne. C'est du divertissement, c'est du loisir, c'est du sport. Donc, est-ce que, tu sais, des fois, on oublie que... Ben, je trouve que c'est la grande chance, là, parce que, tu sais, encore aujourd'hui, je me dis, hey, c'est quand même incroyable de dire que ma job, c'est de couvrir du sport, là, puis de regarder du sport, puis d'être payé pour le faire. Ouais. Mais c'est sûr que ça devient vraiment une grande famille parce que il y a beaucoup de... Puis là, bon, les journalistes voyagent de moins en moins, malheureusement. Mais à une certaine époque, où est-ce que je couvrais le Canadien pour le 91.9 Sport et que j'allais à des pratiques à Brossard, j'appelais ça le Club Café. Parce que, bon, oui, on est là, on arrive le matin, on regarde la pratique du Canadien, puis, tu sais, veut pas... Bon, 5 pratiques par semaine. Tu sais, des fois, ça devient un peu redondant, là. Tu sais, there's so much you can tell d'une pratique du Canadien. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend c'est quoi le contexte aussi de la saison en cours. Mais je te dirais que ça devient, tu sais, c'est ça. Je l'appelais le Club Café parce que t'arrives, puis bon, on prend des nouvelles d'un puis de l'autre, puis tu te vois tous les jours. Puis les journalistes qui voyagent sur le beat du Canadien, c'est vrai. Tu sais, ils voient plus ces gens-là, leurs collègues, que leur propre famille dans une saison. Fait que oui, c'est sûr que tu développes des liens, puis c'est sûr que tu tisses des liens qui sont forts avec ces gens-là. Est-ce que c'est trop? Je le sais. Tu sais, est-ce qu'on franchit une ligne? Je pense pas, parce que tout le monde reste très professionnel. Tout le monde sait qu'il y a une job à faire. Tu sais, est-ce qu'on a été dans la guéguerre des réseaux qui étaient comme plus haut que nous? Je pense qu'on est... En tout cas, moi, quand je suis arrivée, on était vraiment ailleurs, là. Il y avait encore cette compétition-là entre les réseaux de Québécois puis les réseaux de Bell qui est RDS.
Journal de Montréal, la presse, tu sais. Mais en même temps, ça reste des gens qui ont aussi beaucoup travaillé ensemble à une autre époque. Ouais. Je pense à des gars de la presse, puis Jean-François Chaumont, qui était au Journal de Montréal, qui est maintenant à la LNH, qui avait travaillé avec Guillaume Lefrançois puis Jean-François Tremblay à une autre époque, qui étaient tous à Radio-Canada. Fait que, ça devient... C'est sûr que c'est une petite confrérie, tu sais, on n'est pas beaucoup. Et moi, je trouve que c'est ce qui ajoute au plaisir de tout ça. Puis quand on parle de le sport, c'est le fun, mais je trouve que ça nous permet d'évoluer dans cet environnement-là qui reste plaisant, tu sais. Est-ce qu'on... Je pense pas. Je pense pas que c'est trop. Je l'ai pas vécu. Moi, j'ai plus trouvé ça plaisant, justement, d'avoir cette espèce de gang-là, tu sais, puis qu'on suive d'année en année. Puis j'ai fait un peu moins de terrain dans les dernières années, mais quand tu retournes sur le terrain, tu sais, tout le monde est content de te voir, tout le monde est content de prendre de tes nouvelles. Puis je pense que ça ajoute au plaisir de la job. Mettons, quand on va prendre un exemple RDS, à quoi ça ressemble une journée typique? Que tu restes... Évidemment, les émissions diffèrent. Ouais. Par ton puis par tout. Mais mettons une journée typique, ouais. Je te dirais, tu sais, par exemple, quand je faisais le hockey féminin, si on fait un match de tournoi, là, si on couvre le championnat mondial de hockey féminin, tu sais, moi, puis ça a toujours été très, très drôle, là, c'est un running gag. J'adore arriver de bonne heure. Je sais pas pourquoi. On dirait que je suis plus productive en arrivant au travail que juste d'être à la maison puis de ressasser mes notes. Alors, j'arrivais toujours très tôt, ce qui faisait toujours rire un peu mes camarades, mes comparses. C'est quoi tôt, mettons? Si, mettons, la game est à 7h PM. Moi, je te dirais que j'arrive à midi, tu sais. Okay. Ouais, je suis une fille de même. Regarde, puis, tu sais, c'est parce que aussi, en étant femme, tu passes beaucoup de temps au maquillage. Fait que moi, arriver à midi... T'sais, avoir l'occasion de parler avec les collègues qui arrivent. Là, tu arrives, tu vas... Tu as déjà un peu fait tes devoirs, mais tu vas regarder tes notes, tu vas re-regarder les nouvelles. Moi, j'avais toujours une espèce de grand cartable avec... Tu sais, je me faisais un peu des templates de match, là. Donc, mettre ça à jour, tu sais, voir aussi avec ton analyste, parce que quand tu animes comme ça, c'est beaucoup en collaboration avec l'analyste avec qui tu travailles, de voir c'est quoi les sujets qu'elle aura notés. Puis après ça, à partir de là, toi, tu construis tes relances. Tu construis un peu le scénario de ce que ça va être l'avant-match. Donc, tu te concentres pas mal là-dessus. Puis après ça, passe au maquillage à un certain moment dans la journée. Et c'est long, mais en même temps, c'est le fun. Parce que les filles au maquillage sont extraordinaires. Je les salue d'ailleurs. Mais vraiment, vraiment, tu sais, un moment là, où est-ce que tout le monde est gentil, tout le monde est fun. Puis en plus, tu te fais quand même dorloter. Moi, je suis pas une fille qui se maquille vraiment dans la vie. Fait que t'es là, assis sur la chaise pendant 45 minutes. Puis c'est un peu comme ta pause. T'sais, moi, je me suis dit, je vais le prendre comme ça, au lieu de me dire, ça me fait perdre du temps dans ma journée. C'est une pause bien méritée. Puis après ça, les autres collègues arrivent, puis là, on échange. Puis ça, c'est le fun aussi parce que t'es comme dans un grand bureau où est-ce que on est tous ensemble, puis là, on peut parler du match à venir. Puis là, des fois, tu sais, en arrière des discussions avec une Claudine Douville ou avec une Danielle Sauvageau, il y a des sujets qui ressortent, il y a des choses qui t'allument pour peut-être te donner 1 ou 2 sujets de plus dans ton avant-match ou dans tes entractes. Puis après ça, c'est de l'espèce de petite réunion de production avec l'équipe, avec le réalisateur, un peu mettre la table pour qu'est-ce que ça va être, comment on fait aussi niaiseux que ça va être quoi les retours de pause, c'est qui fait les sommaires de match. Les réalisateurs n'ont pas tous la même formule. Fait que ça aussi, c'est intéressant, de travailler avec des réalisateurs différents. Tu fais un peu... tu te rends compte que c'est pas la même chose, puis tu as la chance de l'explorer d'une nouvelle façon. Fait que c'est de regarder avec la production, une petite réunion avant le puck drop, comme on dit. Et puis, c'est ça. Après ça, on s'installe en studio. Tu sais, Claudine et Danielle qui font la description du hockey féminin sont dans leur petite cabine entre elles. Puis nous, moi, j'animais avec Isabelle Leclerc, qui était mon analyste. Tu t'installes, puis là, t'es dans ton petit studio. Puis c'est le fun parce que le rôle de... animatrice, analyste qui s'occupe, dans le fond, de l'avant-match puis des entractes. Tu regardes la game ensemble après, puis ça, là, ça a été vraiment des moments extraordinaires où est-ce que j'ai vraiment construit une belle relation avec Isabelle. Puis de le voir, tu regardes le match parce que il faut que tu analyses la game aux entractes. Donc, tu es ensemble, tu parles de la game, elle sort des moments clés aussi
avec l'équipe de production pour pouvoir en parler durant les entr'actes. Fait que c'est ça, tu t'installes là, puis après ça, ben, tu regardes le match, puis ça se déroule avant-match, puis après ça, ben, les interventions aux entr'actes, puis à la fin, tu fais le mot de la fin, puis après ça, ben, tu quittes. Mais c'est des longues journées, tu sais, moi, j'arrive à midi, tu quittes souvent un match à 7h, tu quittes vers 22h15, 22h30, tu fermes les lumières, tu fermes la shop rendu là. Puis après ça, ben, ça diffère, mais ça reste un peu la même chose quand tu vas faire le Rocket, par exemple. Il y a toujours des petites réunions de prod avant. Ce qui est le fun quand tu es ailleurs, comme au Rocket, à la Place Belle, c'est le souper d'équipe. Souvent, on va soit Gâteau, Mato, La Cage, qui sont à la Place Belle. Mais après ça, c'est pour ça que ça devient des familles, parce que tu passes énormément de temps avec ces gens-là. Mettons, à quoi ça ressemble une note que tu te fais avant un match? Ou c'est quoi le spectre des notes qui sont possibles? Ben, tu sais, c'est fou parce que, puis les gens se rendent souvent pas compte de ça. Tu sais, à l'animation, il faut vraiment que tu ailles été chercher toutes les informations, parce que parfois, il peut arriver, puis surtout nous, dans notre réalité francophone, les images, elles proviennent de TSN. Donc, on n'a pas de contrôle sur quand est-ce qu'eux reviennent de pause. C'est nous, on avait prévu, je sais pas moi, 4 minutes et demie d'avant-match, mais des fois, eux avaient prévu qu'ils ne reviendront pas avant, puis ça dure 5 minutes et demie. Donc, on est très garant de ce qu'eux vont faire en termes de comment ils vont revenir, tu sais, puis ça a été quoi les timings, eux, qui ont été prévus de leur côté. Puis ça, c'est drôle parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de communication, malheureusement. Alors... C'est surprenant, pareil? Ouais. Oui. Ouais, moi aussi, j'étais sur... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Belle qui est propriétaire de TSN aussi? Oui. Okay, ben oui. Là. Mais on est très loin les uns les autres. Et là, je vais prendre une gorgée parce que j'ai l'impression de m'étouffer. Mais alors, je fais un grand détour pour dire qu'il faut vraiment que tu te prépares énormément, parce que si tu as 1 minute à remplir en ondes, puis 1 minute, ça a l'air de rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps si tu sais pas, tu sais, si tu n'as pas en tête rapidement ce que tu veux dire ou des informations que tu pourrais ajouter. Fait qu'il faut vraiment que tu te prépares énormément. Fait que, tu sais, toutes les notes sont... Tu sais, tu vas aller chercher, OK, toutes les statistiques de base, là, bon, quelle équipe est meilleure en avantage numérique, en désavantage numérique, tout un peu les unités spéciales, c'est qui les meilleures marqueuses de chacun des côtés. Mais tu t'ajoutes des notes sur l'histoire, tu sais, puis qui va pouvoir te permettre d'avoir comme un scénario qui est le fun aussi à présenter. Puis tu veux surtout aller chercher des petites notes ou des petites statistiques que peut-être les gens n'ont pas vu passer ou qui détonnent un peu. Fait que ça aussi, c'est comme ça fait partie de ma recherche, puis des choses que j'aime aller faire, aussi aller écouter beaucoup les entrevues qui ont été faites, tu sais, dans les matchs, parce que quand on parle, mettons, d'un championnat mondial de hockey féminin, ben il y a souvent les après-matchs, qu'est-ce qui a été dit aux entraînements. Donc ça aussi, tu sais, c'est le fun de pouvoir amener ces éléments-là aux téléspectateurs. Puis les notes, c'est vraiment, mais moi, je suis très méthodique. Puis, tu sais, chacun vraiment travaille d'une façon différente. Mais moi, je suis une personne qui a besoin d'énormément de structure. J'ai besoin de savoir où est-ce que je m'en vais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Quand on fait l'ouverture du show, tu sais, c'est toujours d'accueillir les gens. Là, tu dis, t'es à quelle aréna? Tu dis, c'est quoi le match entre telle et telle équipe? Puis là, tu présentes ton... Puis tout ça, pour moi, quand je te parle de mes petites notes, c'est scripté. C'est scripté, pas scripté, parce que, tu sais, c'est scripté. Je le regarde pas et je le lis pas en tant que tel, mais ça m'aide juste à me mettre, tu sais, en tête les éléments pièce par pièce, aussi banal que de me présenter et de dire mon nom, mais juste comme l'ordre. Puis on parle beaucoup de, tu sais, de la structure d'un show. Des fois, comme je le disais, les réalisateurs, c'est pas tout le temps la même chose. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment peut-être trop détaillé, mes notes, mais ça m'aide à me donner juste comme la structure de base dans ma tête, puis de me permettre après ça là, d'y aller, puis d'avoir comme confiance que j'ai tous les éléments, puis qu'ils sont tous là, les uns après les autres, là, un peu comme un casse-tête. Tu sais, tu mets les pièces, pièce par pièce. Fait que ouais, j'ai ça dans mon gros cartable. Puis, tu sais, j'ai vraiment mes petites méthodes, mes petites affaires, puis c'est ça, on est vraiment tous différents. J'ai appris beaucoup. Il y a beaucoup de mes collègues, heureusement, qui m'ont partagé comme leur façon de faire.
Puis j'ai comme repiqué des éléments par-ci, par-là, puis j'ai fait ma propre petite méthode. Puis comment ça marche la comptabilisation des statistiques dans les sports? Parce que des fois, il y a des statistiques tellement far-fetched qu'ils vont chercher. Ouais. Il y a tellement de statistiques. Oh, oui. Y a-tu comme un programme? Y a-tu une institution qui fait ça? Comment? Heureusement, il y a des statistiques. Fait que, mettons, quand on parle... là, je parlais de hockey féminin, là, dans ces tournois-là, c'est le l'IIHF, qui est la Fédération internationale de hockey sur glace, qui va avoir... Alors, on a accès à un site Internet, puis là, on a accès à un paquet de statistiques. Et on a la chance aussi de travailler à RDS avec des statisticiens qui sont là, qui, eux, leur job est principalement ça. Puis c'est le fun parce que des fois, c'est des trucs qu'on n'avait pas vu passer, puis eux sont capables de venir nous nourrir, puis de nous dire. Puis ça, c'est vraiment important aussi quand... je me rappelle, là, Hilary Knight, la joueuse de hockey de l'équipe américaine, s'en allait battre le record de Hayley Wickenheiser pour le plus grand nombre de points marqués dans des tournois de championnats du monde. T'as toujours, tu sais plus, là, tu gardes pas le compte, honnêtement. Là, oui, t'as tes feuilles, t'as tes statistiques, mais heureusement, t'as ce magicien-là ou cette magicienne-là qui travaille aux statistiques à RDS et qui sont capables de tenir le compte, puis qu'eux mettent leurs statistiques à jour quotidiennement dans le cadre d'un tournoi comme ça. Mais c'est assez bien fait, merci. l'IIHF, c'est pas... c'est pas les plus... ils sont pas arrivés en... Oui, mais non, c'est juste que c'est pas la chose la plus évidente à naviguer... c'est pas ceux qui vont avoir le plus de technologie, je te dirais. Mais quand tu regardes la LNH, par exemple, ou quand tu regardes des stats de la NFL, etc., ça, c'est fou. Ils doivent tout avoir. Oui. Puis c'est vraiment... Ça, c'est chouette parce que, c'est vraiment un site que tu as accès quand tu travailles dans les médias. Là. Par exemple, la LNH, c'est un site exclusif où est-ce qu'il faut que tu demandes un accès. Puis là, tu as ça comptabilisé au bout de tes doigts. Des fois, j'y repense puis je me dis... les gens, là, comme les Chantal Maccabé, les Luc Gélinas, qui ont travaillé au début de RDS, là, puis qu'il fallait qu'ils appellent à la Ligue nationale pour avoir ce genre de trucs-là, ou qu'il y avait ça dans un... Tu sais, t'as les statistiques, là, t'as comme une espèce de grande bible, là, des statistiques de la LNH, mais ils sont pas mis à jour en temps réel, ils sont pas mis à jour. Puis à la LNH, ils sont très, très bons. Ils ont un compte Instagram, pas un compte Instagram, excusez-moi, un compte sur X, où est-ce que, à tous les soirs... ils sortent des statistiques, là, puis tu sais, OK, lui, il a marqué 4 buts, c'est la première fois depuis tel, en telle année, qu'il marque 4 buts à l'âge de 22 ans, 2 jours et 13 heures, puis tu sais, c'est vraiment super bien fait. On est arrivé dans cette ère-là où est-ce que, pour vrai, là, je me trouve chanceuse parce que, ça devait pas être évident à l'époque. T'sais, ça rajoute beaucoup de jobs. Là, oui, c'en est parce qu'il faut que tu ailles chercher l'information, mais tu peux l'avoir comme ça. Puis surtout que les statistiques continuent. L'entrée des données continue à tous les soirs. C'est comme si ce n'est sans fin. Je serais curieuse quand même de voir comment ça se fait, là, comment ils travaillent à la Ligue nationale, par exemple. C'est quoi le département? Comment ils se parlent? Qui gère quoi? C'est énorme. Puis en même temps, c'est une façon aussi de faire parler de leur ligue. Fait que, c'est là où est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était important de le faire puis de le mettre de l'avant. Puis après ça, on est aussi arrivé dans une ère où est-ce que on est avec on se travaille avec des statistiques avancées et des compagnies se sont spécialisées là-dedans dans les dernières années. Puis ça, c'est une autre ball game. Là. Tu sais, là, c'est... il faut que tu t'assoies puis que tu comprennes, tu sais, comme d'abord que tu puisses comprendre, mais en même temps, ça amène une toute autre analyse à la game quand tu as accès à ces statistiques-là puis aussi que tu les comprends. Tu sais, je pense ici à Sport Logique qui collabore aussi avec des entreprises comme RDS pour avoir, tu sais, aller chercher des statistiques qui sont un petit peu plus creusées, fouinées puis le fun. Puis en même temps, tu peux faire des demandes aussi à ces entreprises-là de... Par exemple, si tu remarques qu'il y a une tendance X, Y, Z, là, tu peux faire une demande. Les statisticiens RDS travaillent avec Sport Logique pour faire des demandes. Fait que des fois, des analystes ont des sujets qu'ils voudraient toucher, mais qui n'ont pas nécessairement les statistiques comptabilisées pour le faire. Là,
ils peuvent se tourner vers ça. C'est un peu plus long, mais c'est le fun parce qu'on arrive à des analyses qui sont beaucoup plus poussées. Ouais, personnalisées. On est rendu là. Puis ça aussi, je pense que ça amène une grande plus-value aux gens, aux téléspectateurs et aux auditeurs. Ouais. Il y a eu des inondations à RDS. Oui. À cause du bris d'aqueduc proche de Télé-Québec, en dessous du pont Jacques-Cartier. Comment vous avez vécu ça? Moi, je ne l'ai pas vécu beaucoup parce que moi, je travaille à la programmation, dans pas mal ce que je fais à RDS. On est tous des travailleurs autonomes, donc on n'est pas là nécessairement au quotidien. Mais j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont parlé. Puis ça a été, je dois dire, comme une grande, c'est sûr, là, un grand chaos. Là, personne n'était préparé à ça. Mais ils se sont tellement revirés de bord rapidement. C'est ça qui est fou. Mais oui. Puis je suis allée à RDS pas plus tard que la semaine dernière. Maintenant, on a établi nos bureaux dans des campements au campus Bell, à l'île des Sœurs. Donc, dans les bureaux de Bell, exactement. Mais par chance qu'on a des techniciens qui sont là depuis toujours, qui sont expérimentés. Je pense à un gars comme Charles Perrault qui gère RDS au grand complet, qui a beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate, là, mais tu sais, qui a vraiment rassemblé les équipes puis qui, du jour au lendemain, se sont revirés sur un dissous puis ont vraiment réussi à faire quelque chose de bien dans les circonstances. C'est sûr que c'est pas à point. On est installé au rez-de-chaussée de l'aile E dans ces campus-là. Je sais pas s'il y a des gens, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu les vidéos qu'ils ont fait, là, c'est ça, mais la salle de maquillage est installée dans la cuisine où est-ce que ils ont comme installé tous des trucs sur l'ancien grand lave-vaisselle industriel. On a installé comme parce qu'il y a Novo aussi là, qui est dans ces locaux-là, CTV également. Fait que, ils ont comme pris un autre placard là, c'est comme les gens qui sont à Novo qui ont besoin de plus d'habits régulièrement. Les présentateurs nouvelles qui, ont d'habitude leur petite garde-robe à RDS, là, on a installé ça un peu dans une petite salle avec c'est comme identifié, là, chacun son post-it avec chacun son rack. Puis c'est comme des petites salles de réunion qui sont transformées en régie, qui ont été transformées en studio avec des fonds verts. Puis là, c'est ça. Rien de tout ça paraît à l'écran. Mais c'est fou, tu sais. Puis en même temps, on parlait de la crise médiatique. C'est le genre de choses où est-ce que c'est comme un coup d'épée supplémentaire dans une situation qui est déjà complexe avec des budgets qui sont déjà restreints. Là, de devoir refaire tout ça du jour au lendemain. Les gens sont résilients. Et je les admire beaucoup pour ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être vraiment découragés, des patrons qui doivent malheureusement couper de plus en plus puis qui n'ont pas de plaisir à le faire non plus. Mais qui arrivent là avec le sourire puis qui sont comme c'est ça qui est ça. Puis je voyais mon équipe justement, là, je faisais le basket la semaine dernière quand je suis allée. Puis déjà, les régies, c'est pas tant gros, là. Mais là, pour vrai, honnêtement, c'est serré, là. C'est vraiment... C'est comme la moitié, je pense, de l'espace qu'ils ont d'habitude. Ils travaillent coude à coude. Puis je me dis, il faut que tu sois passionné, pour en rire un peu puis se dire, on continue, on se retrousse les manches puis on continue quand même puis on va quand même avoir du fun à le faire. Mm-hmm. Comment la crise des médias affecte le monde sportif? Du moins, c'est quoi les dynamiques que tu ressens présentement, qui sont peut-être différentes des autres médias? Je pense qu'on est tous dans le même bateau, là. Mais le journalisme sportif en souffre beaucoup pour tout ce qui est des déplacements. Donc, pu couvrir des trucs en direct. De pas pouvoir... moi, je suis arrivée avec le championnat mondial de hockey féminin en 2021, post-pandémie. Où est-ce qu'on sait que ça a été vraiment difficile pour tout le monde, mais pour le monde du sport, il n'y a pas eu de sport pendant vraiment longtemps. Et donc, on a fait le choix de plus y aller sur place. Donc, de plus avoir les équipes qui sont là, qui sont avec les... Puis, tu sais,
je comprends. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est pas de gaieté de cœur que les patrons prennent ces décisions-là. Mais ça enlève quelque chose quand même. Mais oui. Et c'est ça qui est triste. C'est que d'être sur place, d'aller aux entraînements, de parler aux joueurs après les entraînements, avant les matchs, après les matchs, prendre le pouls, ça amène toute une autre dimension au reportage qu'on fait. Puis ça, je trouve que c'est la chose la plus décevante parce que les gens ne se rendent pas compte nécessairement à quel point il y a une plus-value à ça, mais il y en a une. Et quand je regarde, tu sais, surtout le Canadien, tu sais, la presse, le Journal de Montréal, tout le monde voyageait, tout le monde couvrait tout le... Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça la réalité. Puis, tu sais, quand je te parlais de développer des relations avec des joueurs, de développer peut-être des relations plus particulières, ben d'aller sur la route aussi quand il n'y a pas tous les médias, parce que quand le Canadien est ici, c'est une marée de médias, c'est difficile là, de développer quelque chose avec qui que ce soit, à moins que tu sois là pendant un bon nombre d'années. Mais d'aller sur la route, ça amène un tout autre volet à ça, puis ça permet ça, éventuellement. Parce que les joueurs donnent une valeur à ça, tu sais, au fait qu'il y ait des médias qui choisissent d'investir puis de les suivre sur la route. Alors, je trouve qu'on se ramasse avec devoir en faire beaucoup avec vraiment peu de moyens, puis de s'arranger pour que ça soit aussi bon. C'est ça qui est difficile. Puis c'est ça qui m'attriste parce que le sport aussi, c'est tellement des émotions. Puis de ne pas le vivre, de ne pas pouvoir prendre le pouls en direct parce qu'on a des budgets restreints puis parce qu'on ne peut pas voyager, c'est sûr que ça enlève de la matière à quelque part, tu sais. Puis après ça, ben c'est aussi de couper dans pas la qualité des reportages, mais dans la quantité. Tu sais, on regarde des entractes où est-ce qu'avant, on invitait peut-être 3 personnes par entracte pour parler, qui avaient préparé toutes des chroniques différentes sur des sujets différents. On n'a plus ces budgets-là non plus. Fait qu'on est plus limité. Fait qu'on fait... On touche à moins de... Ben oui, on touche à moins de sujets parce que souvent, les chroniqueurs amènent des sujets différents ou amènent des visions différentes. Là, on doit gérer ou dealer avec le fait qu'on en a moins. Mais est-ce que le nombre de spectateurs des sports est vraiment en baisse? Ce qu'on dirait, j'ai comme un feeling un peu naïf que justement... Le fait que les contenus peuvent être tellement remixed sur plusieurs plateformes, que tu vois des extraits et tout, qu'on dirait qu'il y a toujours un engouement pour les sports, tu sais. Il y a un engouement pour les sports, mais ça tend tellement à changer, dans le sens où la jeune génération, puis là, j'ai pas toutes les statistiques avec moi, mais tu sais, de ce que j'observe et des statistiques que j'ai consultées dans les dernières années, la jeune génération plus prête à aller voir des événements en direct ou à regarder du sport en direct. Tout ça via un écran. Via un écran, ouais. Exactement. Tu sais, souvent, mais puis ça a amené beaucoup de bons. Le fait d'avoir accès à... On pense à tout ce qui est les faits saillants, là, ou les jeux les plus impressionnants, les highlights sur TikTok, sur Instagram. C'est le fun, c'est chouette parce que c'est vrai que tu n'as pas nécessairement le temps peut-être d'écouter 4 games de hockey dans ta soirée. Mais... ça a amené, c'est que ça a fait évoluer, ça a amené dans une toute autre dimension, puis ça a propulsé le sport professionnel dans une toute autre direction, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus assez patient pour regarder un match au complet, ou on n'a plus assez de patience pour se dire hey, je vais passer un samedi soir à aller voir du sport. Puis ça, il y a beaucoup, en fait, toutes les ligues, toutes les équipes sportives se grattent beaucoup le coco en se disant comment on va faire pour amener la jeune clientèle dans nos stades, dans nos amphithéâtres, pour venir voir nos matchs parce que c'est pas ça qui se passe présentement. Puis en même temps, il faut que tu rajeunisses ta clientèle si tu veux espérer pouvoir avoir de la longévité dans les 20-30 prochaines années. J'ai pas l'impression que de la façon qu'on va regarder le sport dans 10 ans, c'est de la façon qu'on l'a toujours regardé. Je pense à des NFL Red Zone, où est-ce que c'est comme
des moments plus importants dans des matchs, puis on se promène, là. C'est comme un peu la zapette, mais à un seul endroit. Que tu contrôles pas. Exactement. J'ai un peu l'impression qu'on s'en va vers ça. Est-ce que les sports féminins puis leur nouvelle popularité donnent un brin d'espoir? Ben ça amène une toute autre clientèle. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que j'assistais à une conférence récemment, puis il sortait des statistiques comme quoi les sports féminins cartonnaient auprès des jeunes de 12 à 17 ans, je pense. Là, je l'ai pas... je l'ai pas sur papier, mais je pense que c'est ça. Bref, c'est une très jeune clientèle. Puis ça me réjouit parce que tu vas vraiment chercher un segment de population qui n'était pas nécessairement intéressé au sport avant, puis qui s'est jamais peut-être senti aussi interpellé. Puis là, je vais parler du hockey, là, mais le hockey féminin amène une toute autre crowd que le hockey masculin parce que je pense que bien souvent, les filles se sentent pas à l'aise, se sentent pas accueillies dans ces sphères-là. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça me donne espoir, mais en fait, ça me donne pas... tu sais, c'est juste que ça se transforme, puis qu'il faut qu'on soit capable de suivre. Puis ce qui me fait peur, par exemple, c'est que j'ai pas l'impression que ici, au Québec, en 2024, on est prêt à ça. On est très en retard, malheureusement, parce que on a aussi des budgets qui sont vraiment moins gros qu'aux États-Unis ou que même chez nos voisins de Toronto. Là, les Anglos ont beaucoup plus de budget que RDS ou TVA Sport n'aura jamais dans sa sainte vie. Alors, je pense qu'on a beaucoup souffert de ça aussi, puis c'est pour ça qu'on est aussi en retard. Ben, j'ai l'impression qu'on a un 10 ans de retard par rapport à tout ce qui se fait. Et est-ce qu'on va être capable de garder la cadence? J'ai peur que non, mais je veux pas dire ça. Puis pour vrai, ça m'affecte énormément parce que moi, j'ai vécu toute ma vie avec RDS. Moi, c'était pas les petits bonhommes quand j'étais jeune. C'était d'écouter le sport, c'était d'écouter Sport 30 avant d'aller à l'école. Fait que j'imagine pas le jour où est-ce que ça sera plus ça. Puis je veux pas que ce soit ça. J'espère que les gouvernements vont s'arranger aussi pour que ça soit pas ça. C'est-à-dire d'investir dans les médias. Puis là, je parle pas juste des médias sportifs, mais des médias en général. On a un devoir, en tant que... les gouvernements ont un devoir par rapport à tout ce qui se trame présentement dans la crise médiatique. Je le crois vraiment. Quand je regarde la NFL, c'est tellement impressionnant. Ouais. C'est tellement impressionnant. Le niveau du spectacle puis d'argent qui est investi. C'est fou. J'ai regardé pour la première fois le Red Zone de ma vie. Première fois de ma vie, j'ai regardé le Red Zone, c'était il y a 2 semaines, puis je suis comme... T'as-tu aimé ça ou t'étais étourdi? Ben, c'est sûr que j'étais avec d'autres personnes. Alors, il y a beaucoup d'actions en même temps, puis il y avait des bébés, puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Mais en fait, j'avais écouté une vidéo par un YouTuber qui s'appelle Search Party qui était à Vox avant. Puis il explique comment le modèle d'affaires de l'enrichissement de la NFL est très socialiste. Parce que je pense que la NFL, avec les droits qu'ils vendent aux diffuseurs, l'argent qu'ils recueillent de ça, je pense qu'ils se séparent aux proprios de la NFL. Et donc, ils promettent aux propriétaires de s'enrichir et donc que tout le monde soit heureux. Puis quand les propriétaires sont heureux, évidemment, tout le monde est heureux. Mais c'est même les budgets des animateurs, ça n'a aucun sens. Je serais curieux de savoir des statistiques de la dépense annuelle par famille américaine ou par individu américain dans ce sport versus nous. T'sais, nous, on dit que le hockey, c'est une religion ici, mais on est à des années-lumière de ce que, comme tu dis, une famille peut dépenser dans le football américain. Là, c'est énorme. Les stades sont énormes. Tout est gros. Ben oui. T'as-tu déjà eu l'occasion d'aller à un match? Jamais. Et puis ça, là, moi, on m'avait dit... Je suis allée voir les Jets il y a 2 ans à New York. Ça a été mon premier match. Puis on m'avait dit, là, OK, le match commence à 13h. On va arriver au tailgate pour 8h le matin. 8h. Hey, honnêtement, c'est ça. Là. On n'est plus à l'université. Je pense pas que je vais me craquer une petite bière à 8h le matin. Là. C'est ça. Là, j'étais comme, je sais pas ça. Puis là, 8h, là, à quel point on peut être là à 10h, ça va être bien correct. On a 2 heures avant. Non, on n'en aurait pas eu assez. Et j'aurais été vraiment déçue. Parce que c'est tellement un autre univers. C'est fou. Moi, je pensais qu'à 8h, on allait être les... Tu sais, je sais comment on va être les seuls en parking. Non. On était loin d'être les seuls. Les gens sont... C'est vraiment... C'est une culture complètement différente, mais c'est...
en tout cas, pour moi qui aime quand même relativement les activités sociales et faire la fête, je dois dire que j'aime bien. mais c'est vraiment, c'est ça. Nous, eux, c'est vraiment une religion, là. Ouais. Et ce qu'ils ont réussi à faire avec le NFL Red Zone, ça parle à beaucoup de gens qui veulent comprendre un peu tout ce qui se passe, qui n'ont pas d'équipe favorite nécessairement, qui veulent avoir accès à une panoplie de jeux plus intéressants parce que des fois, tu peux regarder un match puis qu'il ne se passe pas grand-chose, ça prend du temps avant qu'arrive un jeu qui est plus intéressant. Les fervents de foot diraient le contraire, là, mais ça, c'est un autre dossier. Mais il y a des gens qui veulent l'écouter de façon différente. Et ils ont vraiment réussi à aller chercher un format qui te permet d'avoir les yeux... Puis moi, on dirait que j'ai encore plus les yeux rivés sur le Red Zone que je peux avoir sur un match de la NFL, que souvent, là, ça va être mon moment le dimanche où est-ce que j'écoute la NFL, mais que je fais ma popote en même temps. Puis là, quand je vois qu'il y a comme un jeu intéressant, je vais porter plus attention. Quand je mets le Red Zone, je suis vraiment assise, puis j'écoute ça, puis plus attentivement que si je me mettais un match. Fait que ça, c'est une formule. Après ça, je me dis, mais il faut en trouver d'autres formules pour tous les sports, parce que, le foot, ça s'écoute de façon différente. C'est une game qui est un peu plus lente ou du moins qui a comme des moments qu'on peut aller chercher comme ça puis qu'on peut un peu prévoir d'avance quand il approche la ligne des buts. Que c'est à ce moment-là, le hockey, c'est pas ça. Mais je me dis, si on a trouvé une façon, une formule, une façon de le faire avec le foot, il y a certainement une façon de le faire avec les autres sports, mais il faut trouver une façon d'aller accrocher les jeunes, puis plus que juste les highlights qui se partagent sur Instagram puis sur TikTok. Ouais. Est-ce que tu penses que... J'ai posé la même question à Florence Sagat-Dubé-Moreau, justement, qui est venue la saison dernière, puis est-ce que tu penses qu'il y a un changement de dynamique sociale par rapport au sport pratiqué ou consommé, dans le sens où on dirait que quand j'étais jeune, c'était juste baseball, hockey, football, soccer. Ouais. Mais là, on dirait, moi-même et mes amis, on pratique tellement de sports différents. Des sports plus individuels, mais qui se pratiquent en groupe, des sports qui font une plus grande connexion avec la nature. C'est comme du ski de randonnée alpine, du vélo de montagne, du surf, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a comme un changement de dynamique sociale par rapport au sport d'équipe et au sport des grosses ligues américaines, nord-américaines? Oui, mais je pense que aussi, le fait qu'on ait de plus en plus accès à tout ce qui se trame sur les médias sociaux, ça nous a amené aussi à nous intéresser puis à découvrir des trucs qu'on n'avait pas peut-être pas eu sur notre radar nécessairement avant parce qu'on était plus dépendant de ce qui se passait à la télévision et de ce qu'on nous présentait. Fait que oui, c'est sûr que ça change. Je pense que ces sports majeurs-là restent quand même les sports qui sont les plus écoutés. Mais ce que je trouve vraiment chouette, c'est de voir qu'avec le sport féminin, c'est ça, on va chercher une toute autre portion de la population qui se sentait marginalisée, sous-représentée, pas accueillie. Pas écoutée. Et qui maintenant sont accrochés à ça. T'sais, là, on va avoir aussi du soccer féminin qui va arriver au printemps, qui va débarquer à Montréal. Ça a déjà quand même une grande résonance avec la NWSL aux États-Unis. J'ai hâte de voir comment les gens vont s'accrocher. Puis je pense qu'avec aussi tout ce qui se trame sur les médias sociaux, on démocratise de plus en plus les femmes dans le sport. Non seulement les joueuses, les athlètes, mais aussi les femmes qui travaillent dans le sport. Et de voir que c'est plus nécessairement anodin de voir une femme par-ci par-là, mais qu'il y en a tellement qui couvrent le sport. Moi, je trouve ça incroyable parce que je me retrouve à suivre des filles qui pratiquent le même métier que moi, mais dans d'autres villes, aux États-Unis ou ailleurs au Canada, puis de retrouver un peu les mêmes scénarios, tu sais, de ah oui, tu t'écoutes, en fait, tu veux travailler dans le sport parce que tu trouves que les joueurs sont cute, parce que tu veux les voir tout nus dans les vestiaires. C'est tellement cave. C'est tellement niaiseux, mais c'est ça pareil. C'est tellement cave. Ouais, t'aimes le sport, nomme-moi donc 5 joueurs ou tu sais quoi un hors-jeu. Aussi niaiseux soit-il,
aussi présent soit encore-t-il en 2024. Puis quand je regarde ces filles-là, je me rends compte qu'on est toutes dans le même bateau. Puis ça me réjouit de voir qu'elles sont là aussi, puis qu'elles sont présentes, puis qu'elles en parlent, puis qu'elles sont vocales, puis qu'elles tendent, tu sais, une à une, à faire changer ça, puis à renverser la vapeur, puis à faire comme, hey, rendu dans 2-3 ans, là, tu sais, on en a parlé beaucoup, là, on n'en veut plus de ce genre de questions-là, où c'est plus un discours qui est acceptable. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir si ça va être vrai, tu sais, qu'on les aura plus, ces discours-là. Bon, il va toujours rester la bêtise humaine et quelques imbéciles par-ci, par-là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rentrer dans une toute nouvelle ère. Ouais. Les sports féminins, tu sais, ont eu droit à une visibilité qu'ils ont probablement ou qu'ils auraient probablement jamais eu s'il n'y avait pas eu la pandémie. Je pense au basket féminin. Ben oui, parce que le basket féminin, tu sais, la WNBA, qui est le penchant féminin de la NBA, ont pu avoir des heures de grande écoute qu'ils n'ont jamais pu avoir parce qu'il n'y avait pas d'autres sports à présenter, parce qu'il y avait de moins en moins de sports. Ouais. Wow. Et que ça a été beaucoup ça qui a été la porte d'entrée. Même chose pour le hockey féminin. On a profité de cette porte-là pour complètement, en fait, la défoncer. Reset. Total. Oui, c'est un coup de pied dedans, puis ça va. Puis après ça, je me dis, on regarde ce qui est en train de se produire depuis les 4 dernières années, puis ça monte en flèche. C'est hallucinant. Puis j'ai pas l'impression qu'on a vu le plafond encore de ça, puis ça me réjouit parce que j'ai pas envie qu'on le voit tout de suite, tu sais. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment en train de vivre un changement, puis qu'il va y avoir un avant-après, puis heureusement, je l'espère, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible non plus. Ouais. Étais-tu là à la partie de la LPHF au Centre Bell? Ah oui. C'était incroyable. Il était dessus? Oui, c'était incroyable. L'énergie. J'y pense, puis j'ai encore les frissons. Et, tu sais, souvent, en fait, ce combat-là ne m'appartient pas, mais il m'appartient, puis il appartient à tout le monde. J'ai eu la chance quand même de pouvoir avoir des discussions, tu sais, dans les dernières années avec ces athlètes-là qui ont vraiment bûché fort pour avoir leur ligue, enfin. Et je pense que les gens sous-estiment beaucoup toute la résilience que ça prend et toutes les déceptions qui ont été accumulées au fil du temps et les traces que ça peut laisser. Fait que de pouvoir avoir la chance d'assister à ça, qu'elles vivent ce moment-là, qu'elles puissent savourer leur moment parce que elles le méritent amplement, ça m'a complètement chavirée et je me demandais, j'avais hâte de voir ça allait être quoi la présentation des joueurs et on a fait les choses en grand et ça là, j'avais tellement peur que ça soit pas à la hauteur des attentes qu'on mettait et chapeau à tout le monde qui ont organisé ça parce que quand les filles rentrent puis que and now 'cause I'm your lady, c'est incroyable. Il y avait tellement de sourires dans comme parce que je photographiais les coulisses pour la LPHF. Oui. Donc, et évidemment, le public. Puis, il y avait tellement plus de sourires des femmes qui jouaient que j'imagine que c'est ce qu'on parle à des hommes qui sont habitués puis c'est normal pour eux. Mais aussi le public. Le public était tellement content d'être là. Ah oui. Puis c'était pas juste des femmes, là. Il y avait plein d'hommes aussi qui supportaient. Il y avait des enfants. Ouais. C'est juste, pour moi, c'est capable de mettre des pubs Barbie. Ouais. C'est tellement rafraîchissant par rapport à un Dodge Ram. Oui. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. C'est un vent de fraîcheur. Oui. Puis, tu sais, je me disais, moi, je sais pas, là, je l'ai peut-être vécu plus... Puis de me rendre compte que non, j'étais pas la seule à l'avoir vécu aussi intensément. Tu sais, comme tu dis, la réaction des gens, ça m'a vraiment laissé présager que tout le monde filait pour ces filles-là. Moi, j'ai pleuré à chaudes larmes. Honnêtement, j'étais pratiquement contente. En fait, j'étais très déçue de ne pas être à la couverture de ce match-là. Mais j'étais contente de le vivre en tant que partisane. Parce que tu sais, bon, dans le sport, il y a cet adage « no cheer on the press box ». Alors, j'aurais pas pu vivre ce moment-là de cette façon-là. Ouais. Et ça aurait été très difficile, je pense, de retenir toutes les larmes de mon corps. Mais ouais, j'ai comme vécu un tout autre moment. C'était vraiment... Puis
j'ai eu la chance de le vivre avec mon papa, wow. qui est la personne qui fait en sorte que je pratique ce métier-là aujourd'hui. Tu sais, c'est lui qui m'a initié au sport. Fait que tout était là. C'est comme tout est dans tout. Tout est là, puis je me dis, si moi j'ai les frissons, puis j'ai encore les émotions aussi présentes quand on en parle presque un an plus tard, honnêtement, j'ai de la misère à m'imaginer comment ces filles-là ont vécu ça. Après ça, tu as un match à jouer. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je sais pas comment ils ont fait. Très fortes mentalement. Là. Bravo, entre les deux oreilles. Ils ont vécu d'autres choses, ils ont vécu les Olympiques puis tout. Fait que ça, j'imagine que ça les a forgés, mais ah non, c'est vraiment un moment particulier, un moment incroyable. Puis je suis comme plus. Tu sais, je veux pas voir. Comme je disais, je veux pas voir le plafond de ça. On entre dans cette ère-là, puis on retourne pas en arrière. C'était juste comme une demi-saison. T'sais, c'était juste une petite saison de rien de lancement. Ouais. Puis là, boum. Puis là, la deuxième, boum, ça va être encore plus gros, tu sais. Puis tu sais, là, il y a beaucoup de gens qui se questionnent à savoir est-ce que ça va connaître la même popularité ou est-ce que bon, maintenant que l'effet de nouveauté est dissipé, moi, je pense que oui, parce que les gens qui sont accrochés au hockey féminin ou au sport féminin, c'est des gens qui sont vraiment présents. Ouais. Puis ça aussi, tu sais, pour les filles, j'imagine que ça doit être un stress pour les joueuses, pour les dirigeants, de pas connaître autant de succès ou de voir un peu. Puis c'est pas ça que tu veux après tout ce que tu as traversé pour en arriver là. Il faut pas que ça se passe comme ça. Et je pense que tout est en place pour que ça soit pas le cas non plus. Mais je vois pas comment ça. Tu sais, c'est sûr que bon, c'était une première année, il y avait des nouveautés qu'il va falloir faire différemment pour accrocher les gens davantage puis que ça perdure dans le temps. Mais moi, je pense que les gens vont être au rendez-vous cette année. Puis en plus, ça va être à la Place Belle tout le temps. Ça va être fun. Fait qu'à chacun d'entre nous de se garer responsable aussi de se dire « Hey, je vais y aller, je vais être présent. Mm-hmm. » Est-ce que tu t'es accoutumé au nouveau nom? Les gens n'aiment pas beaucoup. Moi, je dois dire, j'aurais beaucoup aimé. Moi, j'avais pensé aux Glorieuses. J'aurais beaucoup aimé avec. Ouais, c'est fou. Wow. Tu sais, ça rattache à toute l'histoire du hockey ici. De façon, c'est ça, avec une touche féminine. J'ai de la misère à me. Tu sais, comme je suis un peu ambivalente sur le nom. Mais j'aime beaucoup le logo, j'aime beaucoup l'uniforme. Fait que je pense que rendu là, le nom, comme on l'encaisse, on le digère, puis il est présent. Mais tu vois, quand j'ai lu le nom la première fois, je me suis dit, OK, mais je suis prêt à être convaincu. Ouais. Par contre, quand j'ai vu le nom des Roses de Montréal, qui est l'équipe de soccer féminine qui a été annoncée, et la beauté du logo, le bon nom, ça, je suis comme, wow, le branding est tellement bon et savoureux que je suis retourné voir Victoire puis je suis comme ça t'a un petit peu ça m'a un peu déçu, tu sais, parce qu'on dirait même toute la ligue de soccer féminin, chaque logo je suis comme wow, tu sais, on dirait le travail de branding était tellement bon, puis là c'est ça, tu sais, les Roses c'est tellement un cool nom en plus. Oui, puis j'ai pas tous les détails, toutes les informations, mais de ce que je sais, c'est que ça a été fait différemment aussi. Que veux-tu dire? C'est-à-dire que le soccer, pour la nouvelle ligue qui va être lancée en Amérique du Nord, au Canada, chaque équipe était garant de faire son logo, était garant de faire son branding, tandis que le hockey, ça a plus été, oui, en collaboration avec chacune des équipes, mais ça a été fait par la ligue, qui est le propriétaire unique de toutes ces 6 équipes-là. Fait que c'est 2 modèles différents. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que, en même temps, j'ai trouvé qu'avec le logo puis les couleurs, on est quand même allé chercher l'essence de Montréal. Le logo est bon. Moi, c'est le nom. Puis j'aime les fleurs de lys dans le numéro en arrière. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça très habile, j'ai trouvé ça vraiment fort. Mais c'est vrai que les roses, avec le lancement, on a lancé sans grande pompe. Juste la couleur aussi, tu sais, le noir mauve. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui fait vraiment différent. Ouais. Puis le rose, un peu en lien avec le Farin 5 Rose aussi. On a pensé à toutes sortes de choses. Tu sais, ça paraît que ça a été fait par des agences créatives de Montréal qui connaissent la métropole par cœur, sur le bout de... Tu sais, c'est vrai que tu la vois, la différence.
J'ai quand même trouvé ça très habile de leur part, par contre, de la part de la victoire, je dois dire, parce que tout le monde était comme ouais, ben là, la victoire, qu'est-ce qu'on va marquer quand ils vont perdre? Puis ils ont comme fait des posts sur les médias sociaux, exactement, en disant bon, voici quelques suggestions pour les médias là, qui voudraient titrer une victoire ou une défaite de la victoire. J'ai trouvé qu'ils avaient bien rattrapé l'espèce de déception ambiante qu'il y avait. Fait que pour ça, puis je dois dire que la LPHF m'impressionne énormément sur tout ce qui est marketing. C'est habile, puis c'est différent de ce que fait la LNH. Ouais. Je trouve qu'on gagne beaucoup à ça parce que quand on entendait, par exemple, les dirigeants de la WNBA, ils disaient ça nous a pris 20 ans à comprendre qu'on a voulu, au basket, copier ce qui se faisait dans la NBA. Puis au bout de 20 ans, on a compris que c'était pas la meilleure des choses à faire puis qu'il fallait juste trouver notre propre voie à nous. Et ça, j'ai trouvé que la LPHF le fait dès l'an 1 et je pense que c'est ce qui lui a permis de se distinguer puis d'aller chercher une toute autre sphère de partisans. Oui, mais oui, vraiment. T'sais, moi, là, honnêtement, j'adore la NBA pour son effet spectacle. Mm-hmm. Pour moi, de mettre les arrivées... Puis, c'est ça, c'est très populaire, là, les arrivées, on appelle ça les tunnel fits dans la NBA. Donc, les joueurs et les joueuses qui arrivent vraiment bien fringués. Souvent, il y en a qui c'est quand même assez audacieux en termes de mode. Mais d'avoir fait ça dans la LPHF puis que ça devienne quelque chose d'unique dans la LNH, on fait moins ça, ou c'est pas toutes les équipes qui le font. Bref, moi, je suis comme, oui, je suis là pour ça. Puis, tu sais... Plus ils le font, plus les filles se forcent aussi, puis là, tout le monde embarque. Ça se met bien sur les médias sociaux, ça fait en sorte que tu t'accroches à une joueuse qui a plus ton style. Bref, je suis là pour ça. Parce que le sport, c'est culturel. Oui. Justement, sur ta biographie sur le site de Valide, elle s'intéresse surtout à l'aspect socioculturel de cet univers et au côté humain des athlètes. Ouais. Qu'est-ce qui te fascine le plus ou quels sont les éléments socioculturels qui te fascinent le plus? Qui te donnent une motivation de poursuivre puis qui ne comble jamais ta soif? Bien, pour moi, le sport, c'est vraiment un reflet de la société, tu sais. À petite échelle, parfois un microcosme, mais c'est que tu peux aller tellement puiser puis chercher, puis tu sais, c'est autant culturel que politique, bien qu'on voudrait que ce ne soit pas, puis qu'on voudrait que les athlètes, parfois, n'embarquent pas là-dedans. C'est interrelié. On ne peut pas le dissocier. Je trouve ça fascinant de pouvoir faire des liens entre tout ça, d'essayer de faire des parallèles, tu sais, des gens, d'intéresser de cette façon-là aussi des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés au sport. Puis ça a été un grand cheval de bataille parce que, pour vrai, j'ai beaucoup... En fait, mon cercle d'amis, en dehors de mes amis journalistes sportifs, c'est des gens qui s'intéressent zéro pinball au sport. Mm-hmm. Et à mon plus grand dame. Et ça a été comme vraiment un cheval de bataille pour moi de les intéresser d'une certaine façon au sport. De toutes les, tu sais, c'est ça, en faisant tous les parallèles possibles et inimaginables à des amis qui me disaient pourquoi t'aimes ça, c'est rien que des pousseux de POC. Et ça me faisait fâcher. Mais ouais, fait que d'aller chercher toutes ces sphères-là qui sont comme que tu vois pas aussi nécessairement dans un match, qui sont pas sur les feuilles de statistiques, mais qui, de ton point de vue, vaut la peine d'être raconté dans l'histoire de ce match-là ou dans le scénario. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme... C'est culturel, c'est un peu comme un film, c'est un peu comme une série télé. Tu sais, j'avais des idées. Oui, il y a du storytelling, exactement. Tu sais, moi, je racontais des fois à une amie la saison comme si c'était un épisode d'OD, tu sais, avec les rebondissements. Puis c'est ce que j'aime du basket. Tu sais, je parle de mon amour du basket, mais c'est ce que j'aime du basket parce que c'est beaucoup moins conservateur que le hockey. C'est friand de rebondissements, mais surtout de drama. Et ça, j'adore ça. C'est aussi c'est un événement, c'est un happening. C'est un match de basket, là, c'est une toute autre ambiance qu'un match de hockey au Centre Bell. C'est impressionnant, pareil. Oui, puis ça aussi, ça amène une toute autre... Tu sais, on va chercher une toute autre communauté pour ces matchs-là.
Bref, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est comme inépuisable. Puis quand je parle de mon amour, de l'humain derrière l'athlète, en journalisme, il fallait qu'on fasse une spécialisation. Moi, je l'ai fait en sociologie parce que je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus, le plus de ce que j'avais envie de faire comme genre de journalisme, tu sais. C'est bien beau d'écrire la game, c'est bien beau regarder les statistiques puis d'essayer de comprendre pourquoi l'avantage numérique du Canadien ne fonctionne pas. Mais moi, je trouve ça le fun d'aller voir « Hey, mais lui, il vient de débarquer à Montréal. » Tu sais, on oublie souvent que ces athlètes-là, puis là, je parle beaucoup de hockey, mais que tous les athlètes restent des humains d'abord et avant tout, puis ça, on l'oublie. Mais alors là, il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas dans la vie de ces athlètes-là qui font en sorte que ils vont avoir des meilleurs moments, des moins bons moments. Tu sais, puis ça, je trouve ça fascinant parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup accès. Puis c'est ça, j'imagine que c'est une fine ligne entre dire les vraies raisons, mais en même temps laisser le privé. Oui. Ça va être dur de jongler, justement, de... Puis c'est à nous de le faire. Oui, c'est ça. C'est à nous de trouver cet équilibre-là. Un exemple très probant, Martin Saint-Louis, qui a dû s'absenter quelques matchs l'année dernière parce que un de ses fils a eu une blessure, un problème de santé, mais à l'époque, on ne savait pas pourquoi, tu sais. Je pense que ça a été... on a vu à quel point les journalistes avaient du respect pour un Martin Saint-Louis qui vivait des moments difficiles, même si on ne savait pas. On n'a pas révélé. J'imagine qu'il y avait quelques collègues qui savaient ou qui avaient eu des informations privilégiées. Mais rendu là, c'est à toi de comprendre que la ligne est là, puis on la traverse pas, puis il en parlera s'il veut en parler. Puis... Mais c'est à nous de le faire. Ça vient... Puis c'est ça la beauté aussi de la chose, que ça soit... que le journalisme soit encore fait par un humain et pas par un robot c'est de beau, l'intelligence artificielle. C'est comme... Ouais. Que vous tenez les coudes, puis comme non, on va pas parler de ça. Oui. Puis je pense que, puis moi, j'ai pas eu la chance de nécessairement couvrir une équipe pendant vraiment longtemps. Oui, un peu plus le Rocket, disons, là, mais tu fais partie de l'équipe. Tu te souviens que, oui, tu joues pas avec le Canadien ou tu travailles pas pour le Canadien de Montréal, mais tu fais partie un peu de cet environnement-là. Tu fais partie de cette équipe-là. C'est des gars que tu côtoies tous les jours, tu sais. Mais c'est notre devoir, je pense, que de trouver ce qui est pertinent puis pas pertinent à dire. Quelque chose que je trouve, que j'ai déjà parlé avec un ami il y a une couple d'années, il y a vraiment Drake qui a un énorme attachement avec les Raptors. C'est une énorme figure du rap qui s'associe localement à une équipe sportive. On dirait qu'on a moins ça au Québec. Puis on dirait, corrige-moi si je me trompe, mais dans les dernières années, il n'y a pas comme... Loud, il n'est pas comme il y a les Canadiens. Je sens que c'est un peu plus forcé en amenant justement des performances au Stade Saputo, au Centre Bell avant les matchs. Il y a comme un désir de justement de rapprocher la culture un peu plus musicale ou des autres médiums puis la culture sportive. Puis on dirait qu'il manque ça au Québec, le rattachement entre ces sphères-là. C'est vrai que souvent, c'est comme j'ai l'impression que c'est des... pas dans tous les cas. Là, je pense à un Fouki, par exemple, qui a été très, très souvent vu aller au Rocket, aller au Canadien, parce que lui, c'est un... gros fan de hockey. Oui, c'est un mordu de hockey. Mais c'est vrai que c'est souvent plus... Tu as l'impression qu'ils ont été invités, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas de... Puis là, j'essaie de penser à qui pourrait être notre Drake. Je pense à un Louis Morissette qui est aussi un grand fan de hockey qui est parti sur balado avec Jean-Philippe Vautier Entre la poire et le fromage. Qui parle de hockey aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas ça. J'essaie de penser, puis non, on n'a pas de comparatif. J'imagine que, si tu penses à un Spike Lee aussi à New York. C'est ça, parce que la NBA, c'est tellement culturel. Oui, ouais. C'est vrai que c'est rattaché. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le sport. Le hockey, c'est plus conservateur, c'est moins ouvert. Dans le froid. T'es moins... Oui. T'es moins proche aussi. Puis ça, la proximité aussi... Ouais, t'as la vite. Oui, c'est vraiment pas la même dynamique. C'est vraiment, vraiment pas la même... Es-tu déjà allé à l'Alliance de Montréal au basket? La première game.
que Zach Zoya performait, puis il faut qu'il performe dessus ou... Ouais. Mais incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'assister sur les lignes de côté, là, puis c'est tellement le fun. T'embarques plus. Ouais, c'est tellement festif. Je pense que il y a peut-être de ça aussi qui joue, là. Peut-être que le hockey, c'est moins propice à ça. Il faudrait qu'on en ait un, par exemple. Ouais, c'est ça l'affaire. Il faudrait qu'on pose la candidature pour... Parce qu'on dirait même, tu sais, je dis encore l'Impact, le CF Montréal, il pourrait avoir un plus grand engouement culturel. Parce que c'est tellement un sport énorme mondialement, mais moi, j'adore le Stade Saputo. C'est le seul sport que je vois tous les années sans hésitation. Mais on dirait qu'il manque un engouement culturel qui rend ça in. Tu sais, je pense que les Canadiens essayent présentement avec OG1. Ouais. Tu sais, avec Athénée Regime qui confectionne. Oui. Les campagnes vidéo sont magnifiques. Exact. C'est vraiment fun qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là. Ouais, vraiment. Mais même CF Montréal, on dirait qu'il faudrait un engouement un peu comme ça. Bien, j'imagine que ça prend du temps aussi, tu sais, à s'implanter ce genre de... Tu sais, de relations intrinsèques, là, puis que ça n'a pas l'air stagé ou que ça n'a pas l'air d'un coup marketing. Après ça, le CF, tu sais, 100%, moi, je trouve qu'on a un parc incroyable. Le Stade Saputo qui est honnêtement une soirée d'été au Stade Saputo. J'adore ça. Le coucher de soleil, c'est magnifique. Ben oui, c'est ça. Le coucher de soleil, t'as le mât du stade. C'est vraiment poétique. Honnêtement, c'est quasiment un portrait. Là. Ouais. Moi, j'adore ça. L'ambiance est le fun. Mais la culture soccer aussi, il faut qu'on l'implante. Qui est très rue aussi. Tu pourrais penser que ça vienne un peu plus naturellement de la rue. Oui. Mais qui détonne complètement avec la culture hockey. Moi, je me rappelle que ça fait vraiment... Il y a des années de ça, là. Mais l'Impact, on était c'était un des premiers matchs de la saison, donc au Stade olympique. Puis là, on remonte à comme 2012, là. Mon copain de l'époque adorait le soccer, mais aussi joué au niveau. Fait que bref, était très... Tout avant la MLS. Très impliqué. Non, il était en MLS. OK. Mais il était très impliqué, bref, dans tout ce qui était comme les ultras. Et il m'amène à un match dans les... Moi, j'ai rien compris, là. Je m'attendais pas à ce qu'on chante... Tu sais, en fait, tu vois pas vraiment le match, là. Rendu là, honnêtement, j'étais comme, pour vrai, tu sais, je suis pas si petite, là. Je mesure 7 pieds 6, là, mais tu sais, t'es là. J'ai épuisé, là. J'ai eu chaud. Tu sais, t'es là, tu chantes tout le long. Puis c'est une culture qui est tellement, tellement à l'opposé de ce qu'on voit peut-être plus au hockey. Mais j'ai l'impression qu'on a été... Puis ça se fait de plus en plus, mais ça a pris du temps à ce qu'on ne snobe pas les gens qui n'étaient pas de cette culture-là ou qui n'avaient pas un peu les codes. Mais les codes. C'était comme très hermétique, la culture foot à Montréal. Puis on n'avait pas envie d'interpeller les gens qui ne connaissaient pas ça. Il y avait vraiment beaucoup de snobisme un peu. Mais beaucoup, tu sais, ça s'est calmé quand même dans les dernières années, puis il y a quand même eu plus d'ouverture. Ça prend du temps à implanter ça. Ouais. Puis il faut qu'on soit ouvert, puis il faut qu'on soit ouvert à monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas les termes soccer. Puis ça, même, tu sais, quand je te parlais du sport féminin, je pense que, tu sais, les gens, comme, sont frileux d'aller dans des trucs... Bon, en fait, c'est parce qu'ils se font revirer de bord. Même pour les gens, mettons les femmes qui veulent s'intéresser. Tu sais, quand on te demande tu sais quoi un jeu, imagine si tu dis non. Ouais. T'as l'air de quoi? Puis là, le monde... Tu sais, fait que c'est comme... Ayons une ouverture. Peut-être qu'on va pouvoir pousser la culture un peu plus loin puis qu'on va pouvoir s'allier ou du moins amener du monde qui ne serait peut-être pas des root fans à la base. J'ai juste le mot en anglais. Mon Dieu, j'arrête pas de faire plein d'anglicismes. Mais qui sont pas des fans intrinsèques qui pourraient éventuellement le devenir, tu sais. Puis qui pourraient devenir... Ben, bref. Mais c'est vrai que le soccer non plus n'a pas ça. Puis, tu sais, on a été quand même bon du côté du 16-42. Disons qu'on amène des gens à chaque match sonner la cloche. Moi, je trouve que c'est tellement un beau concept où... Puis ça fait découvrir le soccer à des gens qui vont pas au stade, mais qui suivent ces personnalités publiques-là, qui vont aller sonner la cloche. C'est chouette. Ouais. C'est vraiment un bon concept. Mais il faut ouvrir un petit peu plus nos cercles qui sont parfois fermés.
Quels sont tes endroits favoris pour vivre le sport à l'extérieur de Montréal et Laval? Tu parles partir en voyage? Au Québec. Au Québec. Québec est quand même, honnêtement, quand même chouette. Qu'on le veuille ou non, aux grandes dames des partisans des Nordiques, que ce serait peut-être pas assez suffisant. D'ailleurs, peut-être une possibilité d'une équipe d'expansion de la LPHF, oui, ça de serait hockey féminin. Énorme pour la ville de Québec. Oui, j'aimerais vraiment ça, avoir la chance d'assister à ça. Puis je pense qu'il y a un intérêt, qu'il y a un engouement. Oui, c'est faisable. Il n'y a pas Gary Bettman d'Impact. Il y a pas... Non, c'est ça. Puis tu sais, ils ont l'amphithéâtre. Fait que... Bon, il y a déjà quand même une coupe de cases de cocher. Oui, c'est ça. Ouais, Québec, c'est quand même chouette. Mais c'est drôle. J'essaie de me questionner. Tu sais, comme quel sport je vais voir ailleurs. Ou juste le vivre, ça peut être des sports individuels. Ça peut être... J'ai beaucoup aimé vivre, je dois dire, les Jeux du Québec. Je les ai couverts 3 fois pour RDS. La dernière fois, c'était à Sherbrooke. Moi, je les ai faits à l'époque, en 2009. Quel sport? J'ai joué à la ringuette. Okay. Et à mon plus grand dame, c'était très proche de chez moi. Là. Moi, je viens de Laval, c'était à Blainville. J'étais comme, j'aurais aimé ça, moi, aller en Abitibi, là, tu sais, s'il vous plaît. Voyons, c'était genre à 15 minutes de chez nous. Il n'y avait rien d'exotique là-dedans. J'étais un peu déçue. Mais de vivre ça, c'est... Tu sais, les gens... C'est là que tu te rends compte que les gens sont vraiment dévoués dans les cercles sportifs. Les gens, tu sais, du comité organisateur et les bénévoles, parce que ces événements-là n'existent pas si ce n'est pas des bénévoles, tu sais, c'est des gens là, qui vont prendre une semaine de vacances de leur job de jour pour être bénévoles aux Jeux du Québec. Moi, je trouve ça incroyable. Puis je me dis, on s'en rend pas assez compte, tu sais, qu'il y a comme tout cet engouement-là ou tout ce dévouement-là pour le sport est amateur. Mais ouais, j'ai vraiment aimé vivre ça. Ça m'a replongé dans tous mes souvenirs de sport qui ont fait en sorte que j'ai donc trippé à faire du sport en tant que jeune fille, tu sais. Puis qui m'a raccroché à tout ça, puis qui fait en sorte que ça fait du sens ce que je fais aussi aujourd'hui. Sinon, c'est quoi les sports que toi, tu pratiques à un niveau personnel? Malheureusement, j'ai eu beaucoup de commotions cérébrales. Dans quel sport? Alors, j'ai fait mes 2 premières commotions à la ringuette. J'ai joué à la ringuette pendant... mon Dieu, j'ai joué à la ringuette pendant comme 15 ans. Fait que ça a été mes 2 premières commotions, puis après ça, tu te fragilises. Fait que ça a été de bêtes accidents, dont mon dernier, alors que j'étais reporter au Rocket de Laval. Ouais. T'es tombé? Non, en fait, avec RDS, là, avant, je suis un peu comme Marc Denis. Au banc des joueurs et je faisais des interventions de là. Et j'ai reçu un coup de bâton. Non! Ouais. J'ai reçu... Tu sais, ça l'a donné une commotion? Ouais. Puis c'est ça, c'est que je venais d'en faire une comme 6 mois auparavant. J'étais pas tout à fait guérie. C'est horrible, les commotions. Puis tu sais, là, c'était mon 4e... La 4e fois que je faisais de la télé de ma vie. Mon 4e match du Rocket à vie. C'est quoi les chances? Tu sais, Marc Denis en a combien derrière la cravate? C'est déjà passé proche des rondelles attrapées par le gardien qui était au banc. Mais c'est ça. Moi, j'étais comme placée. Il y avait comme les bâtons derrière moi. Fait que, tu sais, je pouvais pas trop bouger. Puis je suivais le match qui va vraiment vite, là, honnêtement. Et quand t'es à ras la glace, c'est là que tu te rends compte à quel point ça va vite, la Ligue américaine. Et c'est ça. C'est un joueur que, tu sais, moi, il avait déjà remis la rondelle vers ma droite. Moi, je regarde où est-ce que le jeu se passe, puis je suis la game. Puis il s'est fait prendre par en arrière alors qu'il faisait son repli défensif. Fait qu'avec le bâton dans les airs, il s'est fait faire une mise en échec par en arrière, là, qu'on appelle un peu comme le câlin de l'ours. Et en faisant ça, son bâton sur ma tête... Tu l'as senti direct, commotion? En fait, tu sais, quand plus de son, plus d'image, là, c'est un peu comme des acouphènes, là. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai été très chanceuse parce que les soigneurs sont sur place. Oh, wow. Moi, tout de suite, j'ai eu la chance que le soigneur... Honnêtement, ils ont des yeux tout le tour de la tête, là, ces gens-là, pour vrai. Il m'a tout de suite mis la glace, puis je suis allée à l'infirmerie. Puis là, c'est très drôle parce que sur la séquence, tu entends mon collègue Stéphane Leroux... Tu sais, moi, je suis censée être les yeux, les oreilles des gars, mais au banc des joueurs. Puis là, sur la séquence, c'est comme,
Oh, je pense qu'un joueur du Rocket a retraité au vestiaire. Puis là, c'est un peu un signe comme Daphné, donne-nous des infos. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? Et non, c'était moi. Oh, wow. C'était moi qui est partie à l'infirmerie. Et j'ai eu de la chance. C'est ça, là, les médecins qui étaient déjà sur place. Parce que dans le fond, j'ai reçu un coup à la tête, mais mon front a explosé. Et par chance, parce que sinon, j'aurais fait une hémorragie interne, ce qui aurait été vraiment grave. Mais oui, fait qu'ils m'ont... Puis là, tu sais, 2 gars, ni une ni deux, sont comme... Ah, mais vous, madame, là, vous faites de la télé, fait qu'on vous fera pas de point de suture. Fait qu'ils m'ont juste comme recollé. Ah ouais, ils m'ont rapiécé le tout. Wow! En une fraction histoire. Oui. Puis moi, j'étais vraiment sonnée. Et quand tu fais une commotion, souvent, t'es un peu dans un rush d'adrénaline, là, puis t'as comme plus d'inhibition, vraiment. Et moi, je comprenais pas là, la gravité de la situation. En fait, j'étais juste comme, hey, j'ai une job à faire. Ouais. Puis là, il restait une espèce de 4 minutes à la 2e période. Puis là, j'étais comme, excusez-moi, messieurs, pouvez-vous vous tasser un petit peu? Il faudrait que je regarde le match. Puis là, les médecins, ils sont comme, ils continuent à me recommoder le front. Ils sont comme, mais ouais. Puis là, j'étais comme, est-ce qu'on pourrait faire ça rapidement parce que j'ai une entrevue à faire à l'entracte? Puis là, je répète ma phrase parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas entendu. Puis là, ils sont comme, non, mais madame, je pense que vous comprenez pas, là. Comme, présentement, vous avez une orange dans le visage. Je pense pas que vous êtes en mesure d'aller faire une entrevue à l'entracte là, dans 3 minutes top chrono. Finalement, ils ont fait ça dans un temps record. Je suis sortie, remis mon oreillette, cherchais mon micro, kickais mon micro. Finalement, l'assistante qui est comme sur le plancher m'amène mon micro. Et là, le producteur était comme, ben non, là, tu sais, Daphné, je pense que tu peux prendre le temps d'aller te reposer 3 secondes. Je pense pas que tu vas faire d'entrevue. Puis en même temps que moi, je parlais aux gens en régie, les joueurs rentraient. Puis là, j'ai vu comment ils me regardaient. Puis j'étais comme, oh, OK, ouais, c'est peut-être un petit peu plus grave que qu'est-ce que je pense en ce moment. Et le joueur, Riley Barber, qui m'a donné le coup par accident, m'a vu complètement terrorisée. Il est venu me voir et comme, mon Dieu, il me disait, I'm so sorry. Puis il m'a comme pris dans ses bras, puis il était genre, mon Dieu, qu'est-ce qui vient d'arriver? Moi, j'avais aucune idée. J'étais comme, non, mais je suis correcte, tu sais. Finalement, bon, j'étais pas vraiment correcte. Donc, tu fais moins de sport à cause des commotions? Voilà. Fait que tout ça pour dire, j'ai une très longue histoire. Oui, je fais moins de sport, mais en même temps, je m'entraîne beaucoup, je continue. Mais c'est ça, tu sais, je faisais beaucoup de courses à pied avant, beaucoup de yoga que je peux moins faire, mais je surfe et c'est vraiment la chose qui est un petit peu plus téméraire que j'ai continué à faire. Est-ce que tu en fais à Montréal? Je joue à la reine. Oui, dans le surf, oui, dans la rivière, à la Vagagui et à Habitat 67. Ouais, j'ai découvert ça 2018, j'ai commencé. Puis ça fait vraiment longtemps que je surfe aussi, ouais. Fait que... T'en fais l'hiver aussi? Je suis quand même, honnêtement, là, je suis quand même un peu frileux. Je dois dire, je suis allée une fois quand il y avait de la neige. Je suis pas retournée depuis. Parce que c'est beaucoup d'organisation, là, faut le dire. Il faut que tu amènes comme des serviettes dans la voiture. Ouais. Bref, pas la chose la plus évidente à faire. Mais ouais, j'étire ma saison quand même le plus longtemps possible. Puis, tu sais, quand j'ai la chance d'aller en faire en voyage. C'est quoi les différences entre les 2 vagues? Les différences principales? Vagagui puis Habitat 67? Vagagui, ça reste... tu sais, c'est stable, c'est toujours la même chose. C'est... parce que, tu sais, les deux, c'est des vagues infinies. Mais à Habitat 67, c'est à un niveau dans le fleuve où est-ce qu'ils contrôlent le débit de l'eau. Attends, comment? Dans le fond, c'est des enclaves là, qui ouvrent ou qui ferment. Fait que c'est pas toujours la même chose. Le niveau de l'eau est pas toujours le même. Okay. Fait que la vague, elle change beaucoup à ce niveau-là. Puis elle est beaucoup plus... En tout cas, pour moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus sportive. Tu sais, celle d'Habitat, là, plus difficile. Ben, la Vagagui aussi, c'est difficile de la prendre, mais... tu sais, Habitat, c'est comme... Elle est plus grosse aussi, là, bien souvent, quand elle est bonne à naviguer, quand il y a comme un peu plus de niveau d'eau, là, elle est quand même plus impressionnante, plus grande. Puis tu peux un peu plus t'amuser, là. Mais ça dépend. Les deux sont très différents. Tu sais, mettons, Habitat 67, ça va être un peu plus pour les shortboards, là. Puis la Vagagui est très le fun pour ceux qui sont des adeptes de longboard. J'affectionne particulièrement la Vagagui. Je dois dire, je suis une fille de Vagagui.
J'ai amené ma copine pour la première fois il y a 2 semaines aller voir la Vagagui parce qu'elle savait pas que ça existait. Oui! Puis on est allé à l'Après-Soleil, qui est un café tout près, qui est un café de surf. Oui, c'est tellement où est-ce qu'ils font des planches à surf. Oui. Fait que juste la combinaison des deux, c'est tellement une bonne activité. Puis la Vagagui, j'avais pas été depuis qu'ils ont tout refait. Eh oui, là, c'est rendu C'est un vent de fraîcheur. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Ouais, puis tu sais, il y en avait beaucoup là, des vieux de la vieille qui étaient comme pas nécessairement d'accord avec ça parce qu'ils voulaient que ça reste un petit bijou plus caché, mais on était rendu là, dans le sens où il y avait, depuis la pandémie, il y a tellement de gens qui se sont initiés à ça, puis ça fait juste en sorte que comme ça, c'est ça fait du sens, là. Mais c'est le fun parce que, tu sais, c'est sur le bord de l'eau, à la salle, la piste cyclable, tu sais, est magnifique. T'as des casiers? Oui, mais tu sais, puis t'as aussi beaucoup de place, c'est un grand parc, là, pour les gens qui sont jamais allés. C'est un très grand parc, fait que tu peux aussi rester là. Il y a des gens qui viennent avec leur barbecue. Les gens, ils font de la slackline, ils jouent au soccer entre amis. C'est vraiment comme un lieu de rassemblement. Puis c'est une petite communauté aussi qui est le fun, qui est vraiment serrée, qui se connaissent beaucoup. Puis là, l'après-soleil qui a été fait tout juste à côté, là, ça ajoute comme vraiment un autre coche là, au petit surf, à cette communauté-là, du moins, qui est vraiment le fun. Puis c'est tellement un café le fun. J'adore. Parce que parce qu'avant, tu avais le September Surf Café. Oui. Mais qui a perdu le surf dans le café. Honnêtement, je pense pas que je vais m'en remettre. Moi, je pense que j'allais là juste parce qu'il y avait surf dans non, j'adore leur sandwich déjeuner, j'adore ce qu'ils font. Mais c'était ça, tu sais, un petit peu au début. Puis bon, la vocation a changé, puis c'est correct aussi. Mais j'étais tellement triste qu'il n'y ait plus ça. Puis avec l'après-soleil, maintenant, mais là, on a comme un nouveau lieu de rassemblement. Plus proche aussi. Parce que c'était comme pas si proche. Mais oui, tu sais, puis ils font des événements. Tu sais, il y a des gens qui vont jouer de la musique là-bas, puis des DJ. Puis, Mike Clay mixe là il y a 2 semaines, je pense. Exactement. Puis je pense qu'il est retourné genre juste parce qu'il avait vraiment trippé. Parce que lui, il trippe sur le surf maintenant. Ah ouais? Ouais, il est au Nicaragua puis Costa Rica constamment. Puis quand il est au Québec, il va Vagagui. Ah, tu vois, j'adore Clay and Friends. Je ne savais pas qu'il était adepte de surf. Mais c'est ça, j'avais vu qu'il était là. Puis je pense qu'il a comme vraiment trippé. Fait que c'est comme une nouvelle gig là, quasiment chaque semaine. Bref, allez-y. Puis si vous avez jamais vu la Vagagui, c'est tellement impressionnant. Tu sais, c'est drôle aussi, les gens s'arrêtent là. Ils sont comme en vélo. C'est fun pour tout le monde. Ouais, vraiment. Daphné, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. Merci de nous avoir partagé ta réalité de journaliste sportive. Ah, puis il y en aurait tellement d'autres à dire, mais c'est vraiment une belle discussion. J'ai encore plein de questions, je m'excuse, mais c'est ça. Mais il faut rap. Absolument. J'ai peut-être trop parlé aussi. Non, mais c'était une belle rencontre. Jamais trop parlé. Merci. Merci à toi.